Bienvenue au symposium Cantel, bienvenue à la SFO déjà, et on est tous ravis de vous revoir physiquement après 2 années de distanciel. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie de voir du monde et de parler face à des gens au lieu de parler à mon écran. Et je vois ici beaucoup de têtes, beaucoup d'amis, et j'ai vraiment plaisir à vous voir tous. Donc, bienvenue à ce symposium Cantel qui va focaliser la lumière sur la lumière pulsée. Donc, on va beaucoup parler d'IPL, de dysfonctionnement mébomien, de sécheresse oculaire et des différentes modalités thérapeutiques. Comme vous avez vu, nous avons un panel prestigieux, je m'exclus bien sûr, mais on va commencer par Monsieur Serge Dohan, qui va nous parler des principes, tu as 2 minutes pour finir ton eau, si tu veux, qui va nous parler des principes de fonctionnement de la lumière pulsée. Merci Serge. Bon, bonjour à tous. Merci au laboratoire Cantel de m'avoir invité pour parler de la lumière pulsée. Alors la lumière pulsée, on en parle beaucoup, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est du laser. Il y en a qui confondent avec le LipiFlow, pour ne pas le citer. Non, attendez, je suis en train de bien le chronomètre. La lumière pulsée, c'est pas la treilleuse. Hein. Le LipiFlow, c'est ce qui permet de chauffer les paupières et de traire, de vider les glandes de mébomus. La lumière pulsée, c'est pas ça. La lumière pulsée, c'est en anglais, c'est IPL, donc Intense Pulse Light Therapy. C'est de la lumière. C'est de la lumière. Et en fait, le but, c'est de flasher. On va flasher la peau et éventuellement les paupières. Donc en fait, le mécanisme, il est totalement différent. C'est pas une pression mécanique des paupières, d'accord ? Même si on peut associer ce geste. Alors qu'est-ce que c'est que l'IPL ? L'IPL, ça nous vient des dermatologues. Donc les dermatos, ils l'utilisent depuis déjà 94 pour plein de choses. Entre autres pour détruire les vaisseaux au niveau de la peau, dans la rosacée cutanée, dans l'acné aussi, ça peut détruire les follicules pilosébacés acnéiques, toutes les lésions vasculaires, les taches lit de vin, etc. Et puis ça va détruire des lésions pigmentées liées à l'âge. Puis ça peut aussi servir dans l'épilation définitive et aussi pour le rajeunissement cutané. Alors, en ophtalmologie, c'est une histoire intéressante parce qu'il y a un Américain qui s'appelle Toyos qui, en 2002, en fait, s'est aperçu que quand on traitait des patients de rosacée cutanée, donc en fait, il faisait des traitements au niveau du visage, il y avait des patients qui disaient « Moi, mes yeux, ils vont mieux, j'ai moins la sécheresse ». Et depuis, en fait, ils ont mis au point, ils ont étendu en fait l'utilisation de ces machines d'IPL de la dermatologie vers l'ophtalmologie, et c'est là qu'on le retrouve. Donc maintenant, en ophtalmologie, en particulier dans les dysfonctionnements mébomiens et dans les sécheresses évaporatives. Alors comment ça marche ce truc ? Alors c'est tout simple, hein, entre guillemets tout simple, c'est en fait une lampe flash, comme dans les flashs d'un appareil photo, hein, mais c'est beaucoup plus puissant. Donc c'est des lampes flash au xénon. Et on va flasher la peau, on va flasher les paupières avec quelque chose qui n'utilise pas un laser, mais c'est un système d'émission de lumière, et c'est de la lumière blanche. Donc c'est le spectre naturel de la lumière blanche, donc polychromatique, donc ça va de l'ultraviolet à l'infrarouge. Et en fait, en général, on n'aime pas les ultraviolets, donc on va filtrer cette lumière pour ne garder que plutôt le rouge et l'infrarouge, c'est ces fréquences-là qui vont avoir un effet dans la sécheresse oculaire. Et c'est donc une lumière qui est non cohérente par opposition au laser. Donc ça n'est pas du laser, c'est vraiment des flashs de lumière. Alors comment ça marche ? Ça marche par plusieurs mécanismes. Le mécanisme principal, c'est l'accumulation d'énergie par des molécules qu'on appelle les chromophores, enfin des composants tissulaires qui sont les chromophores qui vont absorber certaines fréquences de la lumière. Donc par exemple l'hémoglobine, ça absorbe dans le rouge et l'infrarouge. La mélanine, ça absorbe sur d'autres fréquences. Et en fait, lorsque l'hémoglobine va absorber cette énergie lumineuse, en fait, elle va la transformer en chaleur. Et donc c'est comme ça qu'on va... c'est exactement le même principe que pour le laser. Hein. Vous envoyez l'énergie, en fait, le tissu absorbe sur certaines longueurs d'onde spécifiques et vont faire exprimer ça en chaleur. Alors, il y a d'autres voies, on va voir après. Et donc, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de tout le spectre de la lumière, donc on utilise des filtres pour garder ce qui nous intéresse. Donc là, c'est le rouge et l'infrarouge. Voilà. Alors, on a donc des spectres d'émission qui sont variables. Là, je vous ai juste résumé
les différentes sur plusieurs machines, parce qu'il y a plusieurs machines d'IPL. Vous voyez, on va de 600 à 1200. Ce qui est intéressant, c'est rouge, infrarouge, avec des puissances qui sont assez variables. Il faut retenir que c'est des puissances qui sont moins importantes qu'en dermatologie, parce qu'en dermatologie, on va essayer de détruire, alors qu'en ophtalmologie, on va essayer plutôt de moduler. Alors, donc en fait, cette lumière, c'est vraiment des flashs. Donc on appelle ça la lumière pulsée. Pourquoi? Parce que en fait, c'est des pulses d'impulsion, de flash, de durée très très courte. Hein. Vous voyez, c'est de l'ordre de la milliseconde. Donc là, vous avez ici le flash qui va durer 5 millisecondes. Après, on aura une pause de 25 millisecondes. Ensuite, on a à nouveau le flash. Et en fait, donc, ce sont des trains de flash. Et pourquoi on a une pause? Parce que si on mettait pas la pause et si on mettait une lumière continue, en fait, on ferait le barbecue. Donc, en fait, on brûlerait le tissu. Là, le but, c'est de stimuler avec une lumière très forte, mais ne pas brûler le tissu, c'est pas le but. Et en fait, on laisse à la peau ou aux paupières le temps de se refroidir, et donc ce qu'on appelle le temps de relaxation. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette lumière qu'on appelle pulsée, qui permet de ne pas non plus brûler la peau. Alors, voilà, les devices, ça se présente comme ça. Vous avez un applicateur, une sonde d'application où on a l'ampoule qui émet le flash. On a le filtre, qui est un filtre rouge en général. Et puis, on a un système de diffusion éventuellement qui est plus ou moins présent, qui permet d'avoir dans la machine de Cantel, parce que la deuxième machine qui s'appelle le C-Steam, en fait, elle a une amélioration qui permet en fait d'uniformiser l'application de la lumière plutôt que les anciennes versions qui avaient une application qui était inhomogène, donc avec en fait une application qui n'était pas tout à fait régulière dans la surface. Voilà. Puis on a un système de refroidissement et un système de génération de l'énergie. Voilà, donc c'est relativement compact et vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Marie-Caroline nous en parlera. Alors, si on rentre un tout petit peu dans les détails physiopathologiques, parce que la lumière pulsée, c'est un peu la boîte magique, hein, comme ont été les membranes amniotiques, comme est la cyclosporine. On ne sait pas exactement comment ça marche vraiment, mais il y a plein de choses qui sont dérivées de la dermatologie qui sont vraiment très intéressantes. Alors, le premier effet, c'est l'effet sur les vaisseaux. Donc, vous avez vu que dans la rosacée, le but, c'est d'occlure les vaisseaux. Et donc, on va flasher sur l'hémoglobine, et l'hémoglobine va faire éventuellement thromboser le vaisseau ou faire d'autres choses. Alors, en fait, il y a des études qui montrent que si vous avez des gros vaisseaux, dans la peau en particulier, si ça fait plus de 150 microns, quand on flash un vaisseau, en fait, il peut s'occlure parce que la température à l'intérieur va être très élevée. Par contre, si on a des petits vaisseaux, comme c'est le cas au niveau des paupières et des glandes de mébomus, eh bien là, on n'aura pas ce phénomène de thrombose, contrairement à ce qu'on peut penser. On aura plutôt un phénomène d'échauffement, et en fait, on aura un échauffement global localisé au niveau du vaisseau et autour du vaisseau. Donc, il faut retenir que, a priori, ce n'est pas une thérapie occlusive. Hein, on va pas boucher les vaisseaux, mais on va moduler leur fonction et jouer sur la température. Toujours est-il que sur certaines études, sur les blépharites, on trouve qu'après IPL, on peut avoir une diminution du nombre de télangiectasies au niveau des paupières. Donc peut-être qu'il y a quand même un vrai effet en termes, comme on aurait dans la rosacée. Alors vous voyez, ça c'est en dermatologie, hein, de gauche à droite, on traite la coupe rose et ça disparaît après plusieurs séances. Alors, on a aussi donc ce fameux effet thermique, et ce qu'il est logique de penser, c'est qu'au niveau du mébum, on va fluidifier le mébum avec ces lampes. Alors, vous me direz, on a d'autres façons de le faire, mais enfin, c'est une façon élégante de le faire en tout cas. Et il y a beaucoup d'études qui suggèrent aussi, après l'application des flashs, de faire une méboexpression, c'est-à-dire en fait on va écraser le tarse pour faire sortir le mébum qui est fluidifié, et en fait voilà, on fait deux pierres d'un coup. Et ça permet d'augmenter l'efficacité de votre traitement. Alors on a des études qui montrent quand même qu'il y a aussi d'autres effets sur le mébum, et ça c'est intéressant. C'est quand on regarde dans les larmes la composition en lipides et en protéines, en fait on s'aperçoit que après une seule séance, quand on mesure 2 semaines après juste une application de flash en une séance, et bien 2 semaines après on va avoir une augmentation du nombre global de protéines et de lipides au niveau des larmes. Donc en fait on a une sorte d'enrichissement des larmes. Et en particulier, au niveau des lipides, on a une augmentation du cholestérol, des triglycérides et surtout des phospholipides qui sont
tous des lipides mébomiens et qui sont très importants pour la physiologie du film lacrymal et en particulier de sa couche lipidique superficielle. Donc ça, c'est intéressant. Et puis au niveau structurel, quand on regarde les glandes de mébomius, eh bien, on a aussi une amélioration de fonctionnement de ces glandes avec une diminution de l'obstruction des glandes de mébomius après les séances. Et puis, vous voyez, en HRT, là, en microscopique en focale, on voit que ces glandes sont moins dilatées, donc ça veut dire qu'il y a moins de stase en haut, et puis on a une augmentation de la densité des acinis. Donc ça pourrait montrer qu'on a une sorte de remodeling, d'amélioration de la structure de ces glandes. Après, un autre effet qui est différent de l'effet vasculaire, c'est l'effet anti-inflammatoire. Alors au niveau de la peau, ça a bien été montré. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi montré sur des cultures cellulaires de cellules cutanées. Et on a un effet anti-inflammatoire. On ne va pas rentrer dans le détail, mais sur certaines cytokines anti-inflammatoires, l'IL-10 par exemple, TGF-bêta, métalloprotéase, peut-être diminution du stress oxydant. Donc en fait, on a vraiment des effets in vitro qui peuvent se traduire in vivo en termes inflammatoires. Et c'est vrai qu'on a cette corrélation au niveau ophtalmologique avec, dans les larmes par exemple, on a une diminution de MMP9. MMP9, c'est une métalloprotéase qui est très surexprimée dans les rosacées. C'est la métalloprotéase des rosacées. Eh bien, elle diminue après les séances d'IPL, de même que de nombreuses cytokines inflammatoires. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ce côté anti-inflammatoire, c'est probablement ce qui, à mon avis, est plus intéressant et explique aussi l'effet sur les symptômes. Alors, un autre effet qui est très différent, bon, on ne sait pas si c'est vraiment le cas avec l'IPL, c'est ce qu'on appelle la photobiomodulation. C'est-à-dire qu'en fait, on va modifier le fonctionnement cellulaire avec la lumière. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien décrit avec la lumière cohérente de type laser ou LED. Mais peut-être que ça arrive aussi sur ce type de lumière pulsée. On n'a pas trop de publications là-dessus. Mais le principe de fonctionnement est vraiment intéressant parce que, en fait, on va moduler le fonctionnement de la cellule en améliorant le mécanisme des mitochondries. Donc en fait, on va améliorer la respiration mitochondriale par vraiment une stimulation très spécifique avec certaines longueurs d'onde qui vont augmenter la concentration en ATP1, en calcium intracellulaire, et ça va résulter en une prolifération de fibroblastes et une synthèse de collagène. Et quelle va être la conséquence? C'est que vous allez avoir une sorte de rajeunissement du tissu, une sorte de remodeling tissulaire qui est lié à cette photobiomodulation. Bon, je vous rappelle encore, ça c'est pas prouvé, mais c'est des choses qui sont intéressantes. Et en dermatologie, l'IPL est utilisé pour le rajeunissement cutané, donc c'est pourquoi pas au niveau oculaire. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de points. Un autre point qui est intéressant, c'est quand on flash des patients qui ont des douleurs neuropathiques. Il y a des patients qui n'ont plus mal pendant quelques temps, pendant une semaine, pendant un mois. Et donc il y a certainement un effet, non pas seulement sur la sécheresse, mais aussi peut-être sur les neurones sensitifs, sur l'innervation parasympathique, sympathique. Bon, ça on ne sait pas trop. Il n'y a aucune étude réellement dessus, en tout cas in vitro. Nous, on n'a que des résultats cliniques, mais c'est certainement quelque chose qui est intéressant en termes de symptomatologie. Et je terminerai sur l'effet anti-infectieux. C'est quelque chose qui est quand même relativement intuitif. Quand on flash avec une forte énergie des microbes ou du démodex, en fait, on peut avoir un effet anti-démodex. Et ça a bien été montré par quelques publications qui montrent, voilà, après 3 séances, quand on regarde 3 mois après la dernière séance, le comptage de démodex au niveau des paupières, eh bien, vous voyez, vous avez régulièrement une diminution du nombre de démodex au niveau de la paupière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je ne résisterai pas au plaisir de vous montrer cette vidéo que j'ai trouvée sur Internet. Je trouve ça absolument génial. Je m'arrêterai là. Donc vous avez là le démodex qui est sur un cil. Là. Bon, voilà. Il bouge, vous voyez ses pattes, là. Donc ça, c'est la tête. Voilà. Vous voyez les trucs oranges, ça en flash. Alors là, il s'excite un peu, là. Oula, ça chauffe. On flash encore. Oula, ça chauffe, mais... Et là, il est vraiment très fatigué. Et là, j'adore, là. Attention, le coup de grâce. Regarde, le coup de grâce. Bah, vous voyez, le petit sursaut, voilà, ça y est, il est mort. Vous voyez, donc en fait, 6 flashs, et là, le démodex est mort. Donc, c'est une belle façon de voir l'efficacité. J'adore cette vidéo. C'est sur Internet, des Américains qui ont fait ça. C'est une très bonne idée. Je vais essayer de faire ça aussi. Voilà. Alors, donc, des mécanismes qui sont multiples, pas totalement expliqués, les vaisseaux, la chaleur, l'innervation, l'inflammation, et puis les infections. Et puis, surtout, en fait, un mécanisme qui va s'inscrire dans le cadre d'une stratégie dont va nous parler Siam Lazreg,
Et c'est des mécanismes d'action qui sont totalement complémentaires avec les soins des paupières, les anti-inflammatoires, etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Évidemment, ça ne marchera pas chez tout le monde, mais ça vaut le coup de l'essayer parce que assez souvent, on est assez content. Voilà, je vous remercie. Maintenant, le docteur Siam Lazreg va vous parler donc de la place des IPL dans l'arsenal thérapeutique des dysfonctionnements des glandes de Bäbomius et les associations thérapeutiques possibles pour optimiser donc nos résultats. Merci Marie-Caroline. Donc Serge nous a bien éclairé sur le fonctionnement de cette lumière pulsée et moi je vais la situer dans l'arsenal thérapeutique. En fait, vous allez voir que il faut bien comment traiter, qui traiter et quand savoir. Il faut savoir s'arrêter aussi à un moment. Donc, il faut savoir que les dysfonctionnements mébomiens sont une pathologie très fréquente, mais par contre, c'est l'une des pathologies les plus sous-diagnostiquées et les plus mal diagnostiquées parce que souvent, ça revêtit des aspects très variés, donc on peut pas, le diagnostic n'est pas très fait. Il faut savoir que le Dewes 1 en 2007 avait écrit quelques mots sur les dysfonctionnements mébomiens pour vous dire à quel point c'est récent tous ces protocoles diagnostiques et thérapeutiques. Et c'est en 2011 qu'on a eu un rapport bien détaillé sur les dysfonctionnements mébomiens. C'était un rapport au typhus. Donc, vous avez vu l'ancienne classification de l'œil sec, classifiée en deux catégories distinctes l'œil sec, soit l'œil sec par hyperévaporation, et c'est là où se situaient les dysfonctionnements mébomiens, ou bien par hyposécrétion. Il faut savoir que la nouvelle classification n'est plus aussi stricte ni aussi rigide. Maintenant, nous avons un spectre de dry eye, donc d'œil sec, et dans ce spectre, on a une grande partie, 80% du spectre, qui se situe dans le mixte, c'est-à-dire des yeux secs, de la sécheresse oculaire, qui est en même temps évaporative et d'hyposécrétion, et pour cause, l'une peut entraîner l'autre, et ils peuvent coexister chez le même patient. Donc, beaucoup de choses ont changé récemment. Alors, si on regarde de plus près la boucle de physiopathologie, donc le cercle vicieux de l'œil sec, vous voyez que maintenant, puisqu'on connaît la physiopathologie de l'œil sec, on peut cibler nos traitements. Donc, cela dit, est-ce que par exemple, je suis dans une situation de stress hyperosmolaire, on a une hyperosmolarité. Donc, je vais me focaliser sur cette hyperosmolarité et la traiter. Je suis plutôt dans un cas où l'inflammation prédomine. À ce moment-là, je vais traiter, me focaliser sur l'inflammation. Donc, la compréhension de la physiopathologie va nous donner, je vais aller crescendo, et vous allez voir que on comprend, c'est récent pour nous tous, on comprend de plus en plus comment traiter, on a de plus en plus de protocoles qui sont intuitifs, mais qui sont de plus en plus précis, et on traite de façon de plus en plus customisée, c'est-à-dire qu'on ne traite pas tous les yeux secs comme une seule maladie. On n'a pas un œil sec, pas une sécheresse, mais des sécheresses oculaires. Cela dépend de l'étiologie des patients. Et comme je dis à mes patients, votre œil droit et votre œil gauche ne se ressemblent pas forcément. Donc, il faut savoir cibler ce qu'on veut. Donc, dans cette boucle, si on s'intéresse de plus près à la boucle physiopathologique que des dysfonctionnements mébomiens, que vous connaissez tous très bien, on va voir que aussi on peut cibler le traitement. Le gold standard, si vous ne faites pas ça, ce n'est même pas la peine de commencer à traiter un dysfonctionnement mébomien. Le gold standard, c'est l'hygiène des paupières. Donc, des paupières non nettoyées. Après, faites ce que vous voulez, ramenez le traitement le plus sophistiqué que vous ayez sur le marché. On ne pourra pas les traiter si on n'a pas commencé par le gold standard, c'est-à-dire l'hygiène des paupières. Donc, on va s'intéresser de plus près. Après, on a plusieurs traitements. Donc, les traitements conventionnels, je vais vous citer tout l'arsenal et après, on va placer tous ces traitements on va ordonner le puzzle, si vous voulez. Donc, les traitements médicaux. Nous avons les corticoïdes et tous les immunosuppresseurs, toutes les drogues anti-inflammatoires. Et Dieu sait qu'on en a maintenant un bon panel. Les antibiotiques, donc qu'ils soient oraux ou bien topiques. Donc, comme vous le savez, on peut utiliser les cyclines par voie orale, comme on peut utiliser par voie topique l'azithromycine.
les substituts lacrymaux, on est dans un contexte de sécheresse, donc il nous faudra des substituts lacrymaux, et les substituts avec des lipides. Il faut savoir que si on veut traiter un dysfonctionnement mébomien, il faut être patient. Donc il faut d'abord être patient soi-même, expliquer aux patients d'être patients, ça prend du temps, c'est très consommateur, c'est très chronophage, et c'est des protocoles qui durent un petit moment. Donc, il faudra d'emblée l'expliquer aux patients et nous-mêmes ne pas s'attendre à des résultats très, très rapides. Donc, par rapport aux mouillants, je vais dire juste 2 mots, on en a de plus en plus sur le marché et chacun revendique une action, tant mieux pour nous. Donc, on a un panel. Nous avons, comme je vous ai dit, on peut traiter l'hyperosmolarité, on peut traiter juste, si on a besoin d'acide hyaluronique, juste de lipides. Donc, on a de plus en plus de gouttes sophistiquées, des mouillants sophistiqués, et selon qu'on ait besoin d'une action ou d'une autre, on peut s'orienter vers une molécule ou une autre. Donc, nous avons des collyres, des sprays, des gels, des pommades, donc la liste est longue. Pour les anti-inflammatoires, donc je commencerai par les corticoïdes, c'est ceux qu'on utilise le plus. Donc, nous avons les corticoïdes qu'on utilisera en cas d'inflammation grave. Les autres immunosuppresseurs, donc la cyclosporine, le tacrolimus, les traitements, les biothérapies, selon bien sûr les étiologies. On a un nouveau venu qui n'est pas si nouveau maintenant, le Xidra, donc le Liftigrast, qui est aussi un anti-inflammatoire puissant, qui aussi trouve sa place dans l'arsenal thérapeutique de ces dysfonctionnements mébomiens. Les antibiotiques, je vous ai parlé, on ne cherchera pas que l'action antibiotique, mais aussi l'action anti-inflammatoire intrinsèque et anti-angiogénique contre certains antibiotiques. Donc, je citerai la azithromycine, qu'elle soit orale ou topique, de la doxycycline, nous le savons tous, quand il y a un problème de rosacée oculaire. Donc, la voie orale aide beaucoup, aussi bien pour la peau que pour les yeux. Si on est en dessous de 16 ans, donc vous savez que c'est contre-indiqué chez l'enfant, on pourra utiliser l'érythromycine ou le métronidazole. Alors, Serge a parlé du Demodex, on a vu la belle vidéo. Donc, le Demodex est l'une des étiologies les plus fréquentes de blépharite. Donc, il ne faut jamais oublier que dans notre arsenal thérapeutique, nous devons aussi traiter le Demodex. Et sur le marché, on a maintenant... le gold standard, ce qu'on utilisait avant, c'était l'ivermectine. Mais pour traitement local, le tea tree oil, donc l'huile d'arbre râté, est très, très efficace. Et maintenant, nous avons sur le marché des lingettes à base de tea tree oil. Et moi, j'utilise aussi, je vous parlerai du Blefex, qui est un traitement mécanique. En fait, le Blefex, on utilise une mousse. Et cette mousse contient du tea tree oil. Donc, par la même occasion, on traite la blépharite et on nettoie le Demodex. Donc, ça, c'est les traitements médicamenteux. Enfin, après, les questions des traitements physiques. Je vous ai dit, le gold standard, c'est l'hygiène des paupières. Après, l'hygiène des paupières, on a plusieurs façons de la faire. Soit la façon classique, c'est-à-dire chauffer, masser, nettoyer. Donc ça, c'est accessible à tous. On n'a pas besoin de moyens. C'est même pas la peine de demander aux patients d'acheter des compresses. Une serviette chaude suffit, de l'eau chaude. Donc pas la peine d'aller chercher des moyens très sophistiqués et très coûteux. Ça, c'est le b.a.-ba. Sauf que c'est très difficile. Moi, j'ai une population pédiatrique très importante, donc expliquer aux parents et puis essayer de leur faire ça 2 fois par jour ou même 1 fois par jour, c'est compliqué pendant des mois. Donc, c'est la base, mais sachez qu'il y a d'autres moyens pour faire l'hygiène des paupières. Donc, si on veut s'aider d'autres choses, je n'ai aucun intérêt financier, mais on peut utiliser les lunettes chauffantes qui aident beaucoup pour chauffer, pour liquéfier le mébum, et on fera le massage plus tard. Et chez les enfants, c'est quand même beaucoup moins astreignant que les compresses ou bien les serviettes chauffées. Ce que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle de Collins Forceps, la pince de Collins. Regardez, c'est magnifique. Moi, j'adore le faire parce que je nettoie. En fait, c'est forcer les glandes de mébomius. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sortent de ces glandes. On nettoie en profondeur. Et je l'utilise énormément en pratique quotidienne. Quand je vois que j'ai des plaies, que c'est bouché, qu'il n'y a pas d'autre solution. Vous avez beau masser, chauffer, on ne pourra rien obtenir si on ne va pas à la force de nos mains. Donc, sinon, on a aussi le Blefex. Donc, c'est un nettoyage des bords libres. Donc, on nettoie toute la partie, le biofilm, au niveau des bords libres. C'est un moyen très, très, très efficace
de nettoyer Mariam est en train de dire oui, parce que je sais qu'elle utilise et qu'elle aime beaucoup. Je pense que François Majot ne va pas me contredire. Donc, nous sommes une petite communauté à utiliser. Je n'ai aucun intérêt financier. Mais c'est vraiment un appareil qui nettoie très, très bien les bords libres. Et c'est une phase de traitement qui est très, très importante. Je dis, le gold standard, c'est bien sûr l'hygiène des paupières. Donc, vous avez vu la petite vidéo. C'est très simple. On utilise une mousse. En général, la mousse, elle contient du tea tree oil et d'autres principes actifs. Et on nettoie avec une brosse, comme une brosse à dents électrique. Donc, une brosse qui tourne. On nettoie bien les bords libres, les 4 bords libres, supérieur, inférieur. Je fais ça même chez les bébés, chez des enfants très jeunes. C'est très facile à faire. Ça ne fait pas mal. Et puis, on peut le faire par un collaborateur. Alors, on a d'autres moyens un peu plus coûteux, mais aussi efficaces. Donc, le LipiFlow, qui, lui, Serge en a parlé, c'est un traitement là, c'est la totale. On chauffe, c'est chauffage, puis squeezing, puis drainage. Donc, on a le LipiFlow, le Flow, et le nouveau-né de chez Alcon, je crois, c'est le Hilux, qui est exactement le même principe. Donc, ça chauffe les glandes et puis ça les masse. Donc, ça fait sortir le mébum. Très, très efficace, mais assez coûteux. Le dernier du marché, qui n'est pas encore sur le marché, je pense, qui va arriver, c'est l'Activa de chez SBM. C'est aussi une façon de faire chauffer et de masser les glandes de mébomus. Et là, l'avantage, c'est que ça peut se faire par le patient, c'est-à-dire chez lui. C'est un device qui peut s'acquérir par le patient et être fait. Je ne sais pas combien ça va coûter, mais je pense que c'est assez coûteux aussi. Donc, je vais de plus simple au plus compliqué. Une façon, la stimulation électrique n'a pas eu beaucoup de succès. Elle est apparue il y a quelques années déjà, mais pas vraiment beaucoup de succès. Je n'ai pas trouvé de publication ni de résultats qui m'aient excité le cerveau pour aller en parler ou même pour aller l'essayer. Donc, pas très intéressant. Et on en arrive au le sujet de notre session d'aujourd'hui, c'est la lumière pulsée, donc l'IPL. Que nous utilisons, et je parlais avec Marie-Caroline, je l'utilise même en population pédiatrique, aucun risque, je l'utilise, je n'ai pas eu de limite d'âge. Donc, je ne vais pas en parler, Serge en a bien parlé. Ceux qui l'ont découvert, c'est nos confrères dermatos, ils se sont rendus compte que ça améliorait les yeux lors des traitements de la rosacée, et en fait, l'effet est miraculeux, sauf que je vais arriver maintenant à placer cet IPL dans cet arsenal thérapeutique dont je viens vous parler. Donc, vous allez me dire, oui, j'ai donné beaucoup de matériaux, beaucoup de moyens qui sont tout aussi intéressants, tout aussi qui paraissent prometteurs les uns que les autres, mais comment je place tous ces instruments? Donc, premièrement, il faut se dire qu'il n'y a pas de traitement miracle. Par contre, il y a un protocole miracle. Et ça, il faut le savoir. Le traitement miracle de la sécheresse oculaire n'existe pas. Mais un protocole miracle, ça peut exister. Un protocole miracle, qu'est-ce que j'appelle un protocole miracle? C'est un protocole réfléchi. Ce n'est pas un protocole qu'on donne à tous les patients, c'est-à-dire un patient A et un patient B ne se ressemblent pas. C'est un protocole customisé. Donc, le diagnostic précis est la première étape du traitement. Nous avons maintenant un peu plus se dire, oui, je ne sais pas, j'ai fait... Là, le diagnostic peut se faire déjà cliniquement, une goutte de fluo, une bonne lampe à fente, on a fait le diagnostic. Si on veut aller plus loin, nous avons des appareils très sophistiqués maintenant, en un clic, qui vous font l'analyse de toute la surface oculaire, en passant par la stabilité du film lacrymal, la couche lipidique, les glandes de mébomus. On peut tout voir maintenant, donc... On n'a aucune excuse. Le diagnostic doit être fait. Et un patient qui n'a pas été examiné, qui n'a pas été diagnostiqué, qui n'a pas été stadé, ne peut pas recevoir ce fameux protocole miracle. Donc, le protocole doit être ciblé. Comme je vous ai dit, j'insiste pour chaque patient. Donc, on n'a pas 2 patients qui se ressemblent. Et il faut toujours aller du moins invasif au plus invasif. Quand je parle invasif, j'inclus le portefeuille. Parce que, vu la crise économique qui arrive et qui va aller de plus en plus, je pense, qui va être de plus en plus grave, quand on parle d'invasif, il faut aussi parler coût. Donc, il faut toujours aller du moins coûteux pour le patient au plus coûteux pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse continuer à traiter nos patients et en étant quand même dans les limites du raisonnable.
J'insiste sur cette phrase, évitez les arguments marketing, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, et quand je vois ça, j'ai envie de répondre, mais je me dis, bon, ne te fais pas d'ennemis, mais venez dans ma clinique, j'ai le traitement miracle de la sécheresse oculaire, j'ai acquis l'IPL. Alors, tous ceux qui ne font pas de la sécheresse ou qui en font, mais qui achètent, par exemple, un appareil et qui disent que c'est le traitement miracle, l'IPL est un traitement miracle entre de bonnes mains. Mais ce n'est pas le traitement miracle de la sécheresse oculaire. Alors là, pas du tout. Ça ne traite pas la sécheresse oculaire. Pas du tout. C'est un traitement, on va voir, on va le placer dans un arsenal thérapeutique des dysfonctionnements des glandes de Mébomius. Ce n'est pas le traitement miracle de la sécheresse oculaire. Parce que si on utilise cet argument marketing, ça va peut-être arranger une ou deux fois le labo, mais ça va nous discréditer, nous, les médecins, premièrement, et ça va discréditer la technique et le labo. Donc, ne pas faire de la publicité mensongère. On va traiter la sécheresse oculaire, oui, mais il y a un protocole thérapeutique et l'IPL va s'intégrer dans ce protocole ou pas, parce qu'il y a des cas où on ne peut pas l'intégrer. Alors, le protocole doit être systématisé. Première étape, le traitement, c'est des étapes. Première étape, le B.A.B.A., c'est-à-dire quand on a un dysfonctionnement basique, on n'a rien du tout, on fait l'hygiène des paupières. Puis on peut aller crescendo selon les stades. Donc pour un stade 2, on va commencer à donner des mouillants, puis on va passer à l'étape traitement antibiotique, et toujours bien sûr on additionne, c'est une attitude d'addition. Puis dans les cas d'inflammation sévère, on va donner les corticoïdes topiques. Puis, la cyclosporine, c'est l'artillerie lourde. On va dégainer la cyclosporine dans les cas sévères avec des atteintes cornéennes ou une menace visuelle. Donc, vraiment, il faut aller crescendo, ne pas démarrer par la tête de la pyramide, mais plutôt par la base. Les traitements physiques, donc, il faut savoir qu'il n'y a toujours pas de consensus thérapeutique. Pour cause, parce qu'on est en train de découvrir et la maladie, et les traitements, et le diagnostic. Tout est récent. Donc, nous sommes en train d'essayer de faire des protocoles. On a beaucoup de boards, on se réunit, on discute, on va à des congrès pour justement avoir ce consensus. On ne l'a pas encore. Par contre, la raison peut être aussi une sorte de consensus, si on est raisonnable. Donc, d'abord, il faut... Je vous ai dit diagnostiquer le patient, le stader. Donc, est-ce qu'il est au stade 1, stade 2, quel grade de dysfonctionnement bien, on le met dans quel grade. Après, utilisez le bon sens, juste le bon sens. Par exemple, vous avez un stade 4 où on a une atrophie totale des glandes de Mébomius. Vous allez faire de l'IPL sur des glandes atrophiées? Vous allez stimuler quoi? Il n'y a rien à stimuler. Donc, pas d'IPL sur pas de glandes. Si on n'a rien à stimuler, ce n'est même pas la peine de faire dépenser au patient son argent, à vous, votre énergie et puis votre crédibilité sur quelque chose qui ne va pas donner de résultat. Donc, le bon sens, là, vraiment, il a toute sa place. Et souvent, et même toujours, c'est tout le temps un mix de plusieurs thérapeutiques. Donc, tout ce que je vous ai donné, tous les moyens, on peut les mixer pour avoir justement, pour optimiser, prendre le meilleur de chaque traitement et optimiser le protocole. Et bien sûr, il faut être le moins iatrogène possible, c'est le principe même de la médecine. Donc, là, c'est ma façon de penser, donc vous le prenez comme vous voulez, ce n'est pas un protocole, c'est ma façon de travailler quand j'ai face à moi un patient. Donc, quand par exemple, je fais un Lacridiac, pour ne pas le citer, on est chez Cantel, mais quelle que soit l'analyse de la surface oculaire, ou bien un Schirmer, quand il est bas, là, il faut penser à mettre un traitement conservateur, c'est-à-dire mettre des clous méatiques, des bouchons méatiques fermés pour conserver le peu de larmes qui reste, ce que je dis aux patients, ou bien garder une humidité au niveau de la surface oculaire. Après, on va regarder la stabilité. Si on a un I-but ou un but qui est bas, avec une interférométrie qui n'est pas bonne, qui est basse, à ce moment-là, il faut savoir où on se trouve dans ces dysfonctionnements. Est-ce qu'on a plutôt un défaut de sécrétion ou un défaut d'excrétion? Donc, si c'est un défaut de sécrétion, c'est facile. L'IPL, elle a toute son indication. Là, vous pouvez dire, oui, je fais l'IPL, j'aurai des résultats. Si on est plutôt dans un problème d'excrétion, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la vidéo, tout est bouché, vous stimulez, vous allez aggraver votre patient. Si on stimule des glandes où l'abouchement, enfin les méas sont bouchés, vous allez stimuler des glandes qui vont sécréter. Et souvent, je reçois des patients qui, justement, sont passés entre de mauvaises mains. Ils ont reçu des IPL sans hygiène des paupières et ils font de gros chalazions et des inflammations des paupières. Donc, on va aggraver le cas du patient. À ce moment-là, il faudra faire Playfex, pince de Collins, hygiène manuelle, faites ce que vous voulez. Donc, nettoyer, être sûr que les abouchements sont libres et à ce moment-là,
l'IPL viendra plus tard et le résultat est miraculeux. C'est ce que j'appelle un protocole miracle, mais pas un traitement miracle. Donc, un petit cas clinique pour finir. Un petit cas que je vois tous les jours. Donc, j'ai pris un enfant parce que je vois plus d'enfants que d'adultes. Donc, enfant de 5 ans, histoire de chalazure en répétition, hospitalisé pour abcès de cornée, rebelle au traitement. Donc, un abcès rebelle au traitement, c'est, en général, il faut se mettre... Moi, souvent, je les reçois, enfant hospitalisé pendant 1 mois, et quand aucun traitement ne marche, il arrive chez moi, déjà avec une toxicité cornéenne, avec tous les collyres fortifiés qu'il a reçus. Et en fait, ce n'est pas un abcès, c'est un abcès stérile, c'est un infiltrat cornéen. Donc là, à ce moment-là, protocole, donc traitement médical, azithromycine, dexaméthasone, parce que là, on est quand même dans une inflammation sévère, plus un collyre mouillant. Exploration au lacridiaque, on a trouvé un dysfonctionnement grade 3 à 4, donc c'est quand même assez sévère, au niveau des 4 paupières. À ce moment-là, je fais Blefex. Chez l'enfant, je ne me casse pas trop la tête à faire hygiène manuelle. Donc, Blefex, si c'est vraiment bouché, avec un petit coup de pèse de Collins, mais souvent, c'est compliqué chez l'enfant. Donc, Blefex, 3 séances d'IPL et regardez le résultat. Ça s'est nettoyé. Au bout de 3 semaines, il n'y avait plus rien. C'était parfait. Et bien sûr, on continue le traitement avec une hygiène manuelle 1 fois par semaine ou quelque chose comme ça. Ou bien on refait le Blefex. De toute façon, au bout de 6 mois, ça se rebouche, on peut refaire le Blefex. Donc, pour conclure, le dysfonctionnement mébomien, comme je vous ai dit, représente maintenant, on le sait, une bonne partie, une étiologie majeure des sécheresses oculaires. Et bien sûr, toutes les avancées diagnostiques et thérapeutiques nous sont en train de nous permettre de nous améliorer et d'avoir de plus en plus de bons résultats. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, le docteur Marie-Caroline Tron va nous parler de son expérience dans l'usage de l'IPL. Et Dieu sait qu'elle en a de l'expérience. Donc, on va parler plus pratique et lumière pulsée. Bonjour à tous. Donc, Siem vous a bien rappelé donc, la place des IPL dans la prise en charge des dysfonctionnements des glandes de Bäbomius. Et donc, je vais maintenant vous parler de notre utilisation en pratique clinique courante. Donc, on a la chance dans notre service d'utiliser la lumière pulsée, donc les IPL, depuis maintenant plusieurs années. On a structuré une consultation, plusieurs demi-journées de consultation dédiées à la sécheresse oculaire à partir de 2016. Et on utilise donc les IPL dans notre service. Donc d'abord le Lacristim depuis son marquage CE en 2019 et puis plus récemment maintenant le Cestim depuis 2021. Là vous avez la différence entre les deux machines, on va y revenir. Le nouvel appareil donc, de Cantel qu'on utilise maintenant, c'est le Cestim. Il a un spectre de lumière qui est compris entre 610 et 1200 nanomètres. Il a, comme Serge Dan vous l'a expliqué, une fluence qui va être délivrée pour éviter les échauffements tissulaires par train de pulse. Une pièce à main unique qui a un système de refroidissement intégré pour éviter toujours cet échauffement tissulaire. L'interface, maintenant, vous voyez, en fait, là, c'est un écran tactile qui est assez large, donc qui est très simple d'utilisation. Et cet appareil d'IPL n'a pas de consommable à usage unique, ce qui permet d'en limiter, et en CHU, c'est bien utile, le coût d'utilisation. En pratique, comment on fait en pratique? Tout d'abord, tout commence, donc après les étapes évidemment de diagnostic, par l'information du patient, c'est-à-dire lui expliquer pourquoi on va préconiser plutôt chez lui cette technique plutôt qu'une autre. Le protocole de traitement standard donc, se passe en 3 séances. On lui explique également les résultats attendus. Il faut faire attention sur les phototypes. Actuellement, nous ne traitons pas donc, les phototypes les plus foncés avec les appareils d'IPL en raison en fait de risques potentiels de brûlure. Et bien sûr, il faut lui expliquer qu'en fait, et c'est ça que c'est pas un traitement effectivement miracle, et qu'il va quand même devoir continuer ses soins d'hygiène palpébrale parce que c'est vraiment ça le plus important. Il va pouvoir également continuer pendant ces séances d'IPL, ces autres traitements bien évidemment. Comment on fait en pratique? Alors nous, les séances d'IPL, on aime bien les faire sur des patients qui sont allongés sur un brancard, le dossier légèrement incliné, c'est un petit peu plus facile. On demande aux patients de ne pas venir très maquillés, pour les dames de ne pas venir, ou sinon on fait le nettoyage de peau. On met en place, et vous allez voir, c'est important, des coques de protection sur les yeux des patients. Il faut protéger également tous les grains de beauté ou les tatouages que vous pouvez avoir. Alors les tatouages sont un petit peu plus rares au niveau du visage,
mais c'est aussi important. Pour les messieurs, bien faire attention pour ceux qui ont une barbe très haute. Il ne va pas falloir trop flasher dedans parce que vous allez voir que ça peut un petit peu faire mal. Et enfin, on appliquera sur une peau propre donc une fine couche de gel transparent. Donc vous voyez, le patient est allongé, il a ses coques de protection. On a bien mis sur les pommettes donc la fine couche de gel transparent. Je vous conseille en pratique d'en mettre particulièrement dans la zone près du nez parce que c'est le flash qui peut faire le plus mal. L'opérateur aura bien sûr des lunettes de protection, c'est important. Et nous allons donc réaliser 4 tirs par côté. 3 tirs verticaux sur la pommette, 1 tir à l'horizontale en temporale. On peut commencer par des fluences faibles, mais aujourd'hui, vous allez voir qu'on a une réflexion sur justement les fluences un peu plus fortes. Donc la fluence faible sur le SITIM, c'est 8 joules par centimètre carré. C'est simple, c'est rapide, c'est indolore. Ça dure environ 5 minutes en comptant le retrait du gel. Et on fait donc 3 séances, plus ou moins une 4e séance optionnelle. Donc la première séance, vous allez la faire à J0, une deuxième séance 15 jours après, et une 3e séance 30 jours après la 2e séance, soit 45 jours après. Et on peut également faire des séances d'entretien. À la fin, donc nous, personnellement, on couple toujours la réalisation des IPL avec une analyse objective de la surface oculaire. Donc, nous avons à notre disposition le Lacridiac qui nous permet en fait de mesurer plusieurs paramètres du film lacrymal, dont le nibut, l'interférométrie, la hauteur du ménisque de l'arme et la mémographie. On fait systématiquement une analyse objective avant le traitement. Ça, en plus, je vous le conseille parce que ça permet vraiment, grâce aux mémographies, d'expliquer aux patients. C'est vraiment, il y a un rôle pédagogique très important. On en fait également, alors ça dépend un petit peu des patients et des opérateurs, au moins une en fin de traitement, à 3 mois et à 6 mois. Après la séance et après chaque séance, maintenant, on fait une expression manuelle à la pince, très efficace. Alors, il y a plein de pinces sur le marché. Il faut faire attention parce que celles qui ont des morts un petit peu trop petits, en fait, vous avez une pression qui est très importante et ça peut quand même faire mal au patient. Faut pas pincer vraiment le bord, faut vraiment enchâsser la paupière parce que sinon, vous pouvez essayer sur vous-même, c'est pas très agréable. Et on conseille aux patients de ne pas s'exposer aux UV dans l'après-midi qui suit la séance, ou s'il doit le faire pour une raison ou une autre, il mettra de l'écran total. Donc, on a fait plusieurs cohortes rétrospectives. Donc, la première série qu'on avait, donc c'était avec l'ancien appareil, avec le Lacristim, où on a fait un recueil rétrospectif des données cliniques sur 45 patients traités consécutivement, avec un suivi sur 6 mois. Tout ça couplé donc avec une évaluation objective par la CRIDIAG. Le critère de jugement principal qu'on voulait, c'était donc le nibut, l'évolution du nibut entre 0 et 3 mois. Quand on a dépouillé, quand on a fait l'analyse des résultats, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence statistiquement significative, donc une amélioration du nibut chez nos patients, qui était corrélée avec une amélioration qui était statistiquement significative de l'OSDI, du score d'Oxford et de l'interférométrie. La hauteur du ménisque de l'arme, le Schirmer, bon, c'était pas très étonnant, et le BLT restait inchangé, et on n'a pas eu d'effet indésirable, donc avec une sécurité excellente. On a discuté un peu ces résultats. C'était la première étude sur le Lacristim, avec donc des résultats encourageants, puisqu'il montrait quand même qu'il y avait un rôle bénéfique sur les glandes de Babeaumius et donc sur la couche lipidique, avec une meilleure stabilité du film lacrymal, corrélée, et ça c'était important, avec une amélioration des symptômes ressentis par les patients. On avait décidé de faire un suivi prolongé sur 6 mois, ce qui était assez original à l'époque, puisque la majorité des études en fait, présentes à ce moment-là dans la littérature parlaient plutôt de suivi à 45 jours ou 3 mois. Les limites, c'est qu'on avait une hétérogénéité un peu des patients traités. On avait des dysfonctionnements des glandes de Babeaumius qui étaient un peu trop sévères. On avait choisi arbitrairement une fluence à 8 joules par centimètre carré pour tous les patients. Donc on peut se poser la question de savoir s'il faut faire varier la fluence ou pas. Et ce n'était pas un essai clinique contrôlé, randomisé, donc on n'avait pas de groupe contrôle.
donc on traite maintenant nos patients depuis 2021 avec le CESTIM, et là on relance un recueil rétrospectif des données. Donc là on vient de clôturer la semaine dernière le recueil sur 3 mois de 35 patients, et on va commencer l'analyse statistique. Là, cette fois-ci, pour éviter certaines écueils, on a essayé d'homogénéiser notre population. Et donc, aujourd'hui, dans notre pratique, on sait, comme le docteur Lazrec vous l'a dit, que, évidemment, quand on traite des patients malheureusement trop évolués, où il y a une atrophie déjà très installée, les résultats ne sont pas forcément très bons. Donc maintenant, on réserve plutôt en priorité les IPL pour des dysfonctionnements des glandes de Babeaumius modérés, stade 2-3. On cherche toujours, on garde toujours notre NIBUT moyen comme critère de jugement principal. Et cette fois-ci, on a essayé sur l'œil droit une fluence à 8 joules par centimètre carré. Et sur l'œil gauche, les patients, on les a tous traités à 14 joules par centimètre carré. Donc, c'est ce qu'on essayait d'analyser. On a ajouté également, parce que les clichés mébographiques, pour ceux qui ont l'habitude, sont des fois un petit peu difficiles à analyser. Et donc, on s'est basé sur une analyse morphologique et un pourcentage de perte des glandes. On a fini la semaine dernière. L'analyse statistique est en cours. Notre biostatisticien a bien eu la gentillesse de nous faire 2 graphiques pour vous, qui sont donc des graphiques préliminaires qui ont été faits, qui représentent pas la totalité. Enfin, c'est fait sur l'intégralité de la base, mais on n'a pas toute l'analyse. Donc, a priori, on est assez content parce que vous voyez les graphiques. On a une amélioration statistiquement significative du NIBUT et une amélioration de l'OSDI, qui sont quand même sur ce critère le plus important quand on parle de sécheresse oculaire. Donc, je reviendrai peut-être l'année prochaine avec les résultats intégral, de toute cette cohorte. En conclusion, vraiment, l'utilisation de la lumière pulsée, des IPL dans notre pratique clinique, on l'a vraiment très rapidement intégré à notre pratique clinique. C'est un traitement qui est simple, qui est rapide, qui est efficace. Il n'y a pas trop d'effets secondaires. C'est efficace, comme on vous l'a dit, quand c'est bien placé dans l'arsenal thérapeutique et quand effectivement il faut que le diagnostic soit bien fait. Il faut surtout que le patient comprenne qu'effectivement, il va devoir continuer ses soins d'hygiène palpébrale et ses autres traitements. L'indication de choix, en tout cas dans notre expérience, ça va être les dysfonctionnements des glandes de Babeaumius légers à modérés, en complément donc des autres soins. Je dis quelques mots sur la rééducation au clignement parce que c'est vraiment là-dessus qu'on travaille et je vous invite vraiment à regarder vos patients clignés à la lampe à fente. Quand vous leur demandez de cligner, puis dès que vous vous mettez à les distraire, à parler avec eux, et vous vous rendez compte qu'on a beaucoup de patients qui ont du clignement abortif, et ça auto-entretient le dysfonctionnement des glandes de Babeaumius, et donc c'est important. Il nous reste quand même beaucoup de choses à découvrir, et c'est ça qui va être intéressant dans les prochaines années. Est-ce qu'on va arriver vers des fluences personnalisées pour chaque patient, c'est-à-dire est-ce que la variation de la fluence va être importante? Qu'en est-il des phototypes foncés? C'est des patients, une population malheureusement aujourd'hui qui ne peut pas être traitée et on l'espère qu'elle le pourra avec des prochaines évolutions sur des machines et des études complémentaires. Évidemment, il nous faudrait un essai clinique contrôlé, randomisé pour justement asseoir vraiment l'efficacité de ce nouveau traitement dans notre arsenal thérapeutique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie-Caroline. Gardez vos questions pour la fin. Donc, j'appelle le professeur Labetoul qui va nous parler d'un sujet très très original, une indication à laquelle on n'avait pas pensé, mais je pense qu'il va nous éclairer sur la douleur neuropathique, l'une de nos bêtes noires en surface oculaire. Merci Marc. Merci Siem, merci à l'équipe Cantel pour la confiance. Alors, les classiques conflits d'intérêts. Je vais vous parler d'un concept qui arrive sur le marché, si je puis dire, de la surface oculaire, qui est quelque chose qu'on avait déjà identifié, mais qu'on n'avait pas encore parfaitement cerné, et qui s'appellera, ça sera sûrement l'acronyme qui sera retenu, la Chronic Ocular Surface Pain, donc la douleur oculaire chronique de la surface oculaire. Cette douleur chronique de la surface oculaire, elle naît comme chaque sensation douloureuse de la cornée. Vous savez que dans la cornée, il y a des nocicepteurs. Ces nocicepteurs, ils sont de 3 types. Un qui est responsable de la sensation de douleur aiguë ou de contact,
d'autres qui sont responsables de ces douleurs, de sensation de douleur continue ou de la sensation de chaud, par exemple, ou d'irritation chimique. Et puis, les nocicepteurs qui sont responsables des sensations ressenties par les patients dans la sécheresse oculaire, ils sont minoritaires, 10% seulement des nocicepteurs, mais ils sont sensibles à la baisse de température. Donc la réponse, en fait, à des conditions qui doivent normalement favoriser la sécrétion lacrymale. Et on pense que ce sont eux qui sont impliqués dans la genèse des fameuses douleurs neuropathiques. Parce qu'en fait, la douleur ou la sensation non douloureuse de la cornée, elle part de la surface oculaire et elle remonte jusque dans le cerveau, jusqu'à des zones qui sont des zones corticales et sous-corticales. Et donc, on va les interpréter soit comme un inconfort, voire comme une douleur. Cette douleur, elle peut être transitoire ou elle peut être chronique. On distingue deux types de douleurs. Les douleurs nociceptives, qui sont dues à l'activation des nocicepteurs en réponse à une lésion réelle. Donc, on a par exemple une kératite, qu'elle soit infectieuse ou de n'importe quel autre type. Ça, c'est une douleur nociceptive, on comprend bien le principe. Et puis, la douleur neuropathique, elle est causée par une lésion ou une maladie du système nerveux somatosensoriel. Autrement dit, ça n'est plus la périphérie qui est malade, mais c'est quelque chose qui est entre la périphérie et le cortex qui nous permet d'avoir cette sensation. En fait, il y a même trois types. Il y a la nociceptive, ça ne change rien. Et dans celles qui sont dites neuropathiques, on distingue celles qui sont dues à une sensibilisation des nerfs périphériques ou une sensibilisation centrale. Vous voyez, ici, on a la terminaison nerveuse en périphérie. Soit le premier neurone devient complètement dysrégulé et c'est lui qui génère cette douleur, cette sensation douloureuse, soit c'est le deuxième neurone qui va jusqu'au troisième neurone qui est dans le cortex occipital et qui lui, dans le cortex cérébral, et qui lui va à nouveau générer cette sensation de douleur chronique. Donc trois types, nociceptifs, sensibilisation périphérique, sensibilisation centrale. Les douleurs nociceptives, ce sont toutes les pathologies de la cornée que vous pouvez imaginer. Cornée et surface oculaire au sens large, origine palpébrale, conjonctivale, origine lacrymale, dont l'hyperévaporation et donc ce fameux DGM dont on parle depuis tout à l'heure et qui peut être traité par IPL, et puis les causes infectieuses évidemment. Les douleurs neuropathiques, eh bien, elles sont identifiées aussi comme pouvant être secondaires à la maladie de la sécheresse oculaire, MSO, et en particulier le dysfonctionnement des glandes de Meibomius. Et puis ça peut être lié à des maladies systémiques qui donnent une hypersensibilité, comme les neuropathies des petites fibres, le diabète, la neuralgie trigéminale. Et puis c'est aggravé par des comorbidités comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, et ces douleurs pouvant elles-mêmes générer une anxiété, une dépression. Et donc on a là encore un cercle vicieux. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, il y a une relation entre MGD et douleurs neuropathiques. Et ce très beau travail qui a été réalisé dans l'équipe du professeur Baudouin montre que les douleurs neuropathiques chroniques, qu'ils ont appelées DNCE, j'ai repris leur terminologie, j'ai même mis des guillemets, qu'on retrouve dans les dysfonctionnements des glandes de Meibomius, sont associées à plus d'anomalies des nerfs de la cornée que les douleurs neuropathiques chroniques qui ne sont pas liées qui sont liés à un œil sec qui n'est pas d'origine des glandes de Meibomius. Autrement dit, les yeux secs avec anomalie des glandes de Meibomius génèrent plus d'anomalies cornéennes nerveuses que les yeux secs qui ne sont pas liés à un dysfonctionnement des glandes de Meibomius. Et il y a aussi dans ces cornées plus de cellules dendritiques, c'est-à-dire plus de cellules inflammatoires. Il y a d'ailleurs une relation très directe entre la présence des douleurs neuropathiques et l'inflammation. Cette inflammation et cette douleur neuropathique, on peut la tester en faisant tout simplement un test à l'oxybuprocaïne. Si votre patient vous décrit une douleur chronique, vous mettez de l'oxybuprocaïne et il dit qu'il n'a plus mal, c'est soit que la douleur est nociceptive, logique puisque vous avez retiré le stimulus grâce à votre anesthésique, soit qu'elle est due à une sensibilisation périphérique. Si par contre elle persiste, c'est dû à une sensibilisation centrale. Et là, on parle de douleur neuropathique centrale qu'on va explorer en vérifiant l'existence de symptômes évocateurs comme des allodynies, comme des persistances de sensations de brûlure, etc. Et les anomalies de la cornée, comme je vous ai dit. Ces douleurs nociceptives, on peut les traiter quand elles existent par qu'elles soient chroniques ou aiguës, par la cycloplégie, les antalgiques péros, le traitement de la cause, évidemment, ça va sans dire,
Tandis que les douleurs neuropathiques, il y a plusieurs stratégies pour les prendre en charge. Soit elles sont périphériques, et il faut dans tous les cas traiter la cause sous-jacente, si elle est encore présente, restaurer l'homéostasie locale, et vous connaissez les traitements habituels de ces douleurs neuropathiques périphériques qui sont en général sensibles aux séromotologues, aux facteurs de croissance, aux membranes amniotiques. On peut aussi limiter l'agression mécanique avec, encore une fois, les membranes amniotiques, voire des lentilles souples ou sclérales qui sont parfois très bien tolérées dans ces cas-là. On peut réguler le message douloureux en utilisant des molécules plus complexes. En général, on travaille avec des spécialistes de la douleur pour utiliser la gamapentine ou la prégabaline ou les antidépresseurs tricycliques. Moi, dans mon expression, quelques gouttes d'amitriptyline, c'est-à-dire le Laroxyl, pour ne pas le citer, ça marche très très bien. On peut aller sur des molécules plus complexes encore, et puis voir les opioïdes dans les cas les plus complexes. Les douleurs neuropathiques centrales, on les traite d'emblée avec cette régulation du message douloureux. Et puis, si ce n'est pas suffisant, on va faire des traitements beaucoup plus compliqués, comme des injections de toxines botuliques dans les terminaisons trigéminales, et je mesure ce que je dis, ou des injections d'anesthésiques locaux, des blocs anesthésiques locaux. Et la question, c'est quelle est la place de l'IPL là-dedans? Pourquoi l'IPL pourrait être intéressant? En fait, parce qu'il va restaurer l'homéostasie locale potentiellement. En effet, on a vu tout à l'heure qu'il y a une interaction entre la rosacée, le dysfonctionnement mébomien et la présence d'inflammation. Rappelez-vous cette publication de l'équipe de Christophe Baudouin où les nerfs sont anormaux, il y a des signes inflammatoires dans la cornée. Il a été montré que l'IPL réduit l'inflammation dans le dysfonctionnement des glandes de Mébomus et notamment réduit des effecteurs inflammatoires parfaitement identifiés comme des prostaglandines, comme l'interleukine 6, l'interleukine 17. Interleukine 17 d'ailleurs qui est maintenant identifié, et pas par n'importe qui, par Reza Dana, c'est une des plus grandes équipes du monde, comme centrale dans la pathogénie de la surface oculaire et en particulier du DGM. Et ce qu'il décrit, et d'autres aussi que j'ai cités sur cette diapo, que l'augmentation des cytokines inflammatoires va augmenter certains neurotransmetteurs, comme la substance P. Or, cette substance P, c'est elle, entre autres, qui est à l'origine des douleurs nociceptives et des douleurs neuropathiques, notamment périphériques. Cette inflammation de la cornée, elle induit effectivement une sécrétion de substance P dans les neurones du ganglion trigéminé, TG, et cette hyperactivité des neurones trigéminés va générer 3 types de symptômes qui sont typiques des douleurs neuropathiques, des réponses exacerbées à des stimuli habituellement douloureux, qu'on appelle l'hyperalgie, le patient qui vous dit qu'il est certes agressé par quelque chose qui doit l'agresser, mais il en ressent des douleurs absolument catastrophiques. L'allodynie, qui est la réponse douloureuse à un stimulus absolument pas douloureux habituellement, par exemple le fait d'avoir qu'il y ait du vent dans la rue, et l'extension du message douloureux au tissu alentour, c'est typiquement ces douleurs neuropathiques que les patients vous décrivent comme débutant sur la surface, mais prenant en casque l'hémicrâne, voire le crâne. Donc on a lancé une petite étude à Bicêtre, qui est une étude exploratoire, j'insiste là-dessus. Le rationnel, c'est que l'inflammation de la surface participe au déclenchement, à l'entretien des douleurs neuropathiques. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais il y a vraiment beaucoup de données là-dessus. Que le DGM avec douleurs neuropathiques, ce sont des patients qui ont des signes inflammatoires intracornéens marqués, et que la lumière pulsée pourrait réduire l'inflammation et par là même réduire ces douleurs neuropathiques. Voilà les premiers résultats que je vous délivre. Alors, ils sont à propos de 10 patients. On n'a pas obtenu le petit P significatif magique parce qu'on n'a que 10 patients. On a 30 patients qui seront inclus, on en a déjà 10 qui sont prévus dans les semaines qui viennent. Ce qu'on a observé, c'est que quand on traite ces patients qui ont un dysfonctionnement mébomien modéré, mais avec des douleurs très importantes, ce qu'on a appelé, pour simplifier, un DGM neuropathique, eh bien, on a une réduction de l'OSDI qui est assez rapide. À J60, les patients sont améliorés dans 8 cas sur 10 par rapport au traitement préopératoire. Et en revanche, quand on les laisse sans autre traitement, on ne poursuit pas les traitements par IPL, au 120e jour, on a une remontée des douleurs. Donc, l'IPL a réduit la douleur, mais l'absence de traitement d'entretien a fait revenir cette douleur, ce qui est parfaitement cohérent avec notre hypothèse. Accessoirement, et ce n'est pas négligeable, on a une réduction majeure de la kératopathie chez ces patients, alors même qu'on avait sélectionné des patients qui avaient une kératopathie qui n'était pas elle-même très importante. C'était des GM modérés, mais avec douleur majeure. Je vous incite à aller voir le poster
qui est présenté sur le sujet, où vous aurez tous les résultats. Vous verrez, il y en a bien d'autres. Là, j'ai simplifié. C'était une étude qui a été évidemment menée dans notre équipe, et c'est Gauthier Orao qui la porte pour la SFO cette année. Donc, en conclusion, ces douleurs neuropathiques, elles sont faciles à suspecter. Il ne faut surtout pas penser que le patient a un problème dans sa tête, il a un problème dans ses nerfs. Ce n'est pas toujours facile à traiter, et probablement que la lumière intense pulsée pourrait être un très bel outil en première ligne chez ces patients avant éventuellement de penser à des molécules bien plus compliquées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Avez-vous des questions? Comme ça, on attaque directement la discussion. Consommable de quoi? Pour l'IPL? Il n'y a pas de consommable? Non. La tête de laser. La pièce à main, elle est, c'est pas inconsommable, quoi. Je veux dire, elle est valable pour un certain nombre de tirs, mais il n'y a pas de consommable si ce n'est le gel transparent que vous mettrez sur la peau du patient. Oui. La lampe peut se changer au bout d'un certain nombre de tirs, mais c'est pas un vrai consommable. Approchez, il y a un micro là. 30 000 tirs. Elle se change la lampe tous les 30 000 tirs. Vous irez sur le stand Cantel cet après-midi. Bonjour, Oui. merci Bonjour. à tous les orateurs. En fait, j'ai une question pour l'expression des glandes. Est-ce qu'il est préférable de les faire avant ou attendre un peu la liquéfaction après le traitement d'IPL pour les... Dans mon expérience pratique, on a de meilleurs résultats après la deuxième ou la troisième séance. Ça fait moins mal et ça ressort mieux. Avant l'IPL, vous voulez dire après l'IPL, vous faites l'expression? Oui, pas G0, peut-être après la deuxième séance. Et deuxième question, pour le protocole de l'enfant. Est-ce que vous avez un protocole? Est-ce qu'il faut réduire l'affluence? Est-ce qu'il faut un peu diminuer, diviser par 2 le nombre de tirs? Au lieu de 4 applications, on fait 2 applications par rapport à la surface. Donc, je vais vous répondre pour l'expression. Moi, je la fais avant l'IPL, pas après. Je nettoie avant de stimuler. Je ne sais pas, ça c'est, je vous parle de mon protocole. Je sais Moi, pas je comment fais après. toi, tu fais après. Moi, je fais après parce que ça chauffe un peu, mais c'est sûr qu'après, ils ont les yeux rouges. Hein. Quand ils sortent, le problème, c'est quand on fait l'expression après, on relargue, le mébum sort, ouais. Ils ont les yeux rouges, les patients. Hein. C'est sûr. En tout cas, moi, par exemple, si je fais un Blefex, je le fais jamais. Je fais toujours 2-3 jours avant. Je le fais parce que déjà ça va. Le Blefex, ça donne une petite inflammation au niveau des bords libres. Donc je laisse l'inflammation se calmer 2-3 jours et je fais l'IPL après. Je ne fais jamais les 2 traitements en même temps. Pour l'enfant, j'ai pas de protocole spécial. Il faut garder le même protocole, que ce soit pour l'adulte ou toujours le même. On n'est pas sur la même surface de peau. Est-ce que parce que on est déjà sur des fluences très basses. Nous sommes sur des fluences très basses, donc il n'y a pas. Je n'ai jamais changé de protocole pour un enfant. Je sais que j'en fais tous les jours et au contraire, j'ai beaucoup de très bons résultats avec les enfants parce que nous avons beaucoup de rosacée de l'enfant et beaucoup de lépharynx. Oui. Et les résultats, je les vois surtout sur la cornée et tous ceux qui commencent à avoir des atteintes cornéennes, j'ai des résultats extrêmement bons. Il y a quelques articles asiatiques qui parlent de deux applications au lieu de 4. En fait, on dit qu'il faut... C'est ce que je disais. Nous sommes en train de chercher des protocoles. Et moi, à chaque fois que je vais à une réunion, chacun a son propre protocole, aussi bien pour l'IPL, avant, après, que faire. On n'a pas encore... déjà, même ce qu'on dit là, tous les 15 jours, 45 jours, c'est entre guillemets, un consensus entre nous, mais rien n'est... Voilà, on n'a pas... C'est pas un protocole qui est... On est en train d'essayer. Pour l'instant, ça marche, donc on ne change pas une méthode qui marche. Oui, merci. Mais pour l'enfant, je n'utilise pas de différence. Oui, docteur Mezienne. Dans votre protocole, pour la cyclosporine, quelle cyclosporine utilisez-vous et quelle concentration? Deuxième question, une question pour M. Labtoul. Pour les DGM neuropathiques, quand vous utilisez l'IPL, comment vous faites le même schéma que pour une sécheresse? On est parti
Ouais. C'était encore une fois une étude exploratoire, donc pour l'instant, il faut bien prendre avec des pincettes les résultats. Je vous demande juste d'attendre qu'on ait 30 patients, qu'on puisse faire des statistiques qui soient légitimes dessus. Néanmoins, on est parti d'un protocole le plus standard possible pour savoir si c'était applicable tous les jours dans un cabinet d'ophtalmologie habituel. Le but, c'est pas de faire de la médecine de centre hospitalo-universitaire et qui est inaccessible à tout le monde. C'est de faire quelque chose qui est pratico-pratique. La cyclosporine. Pour la cyclosporine, bon, je pense que j'aurai pas la même réponse que Marc ou que Marie-Caroline, parce que eux, ils ont l'Ikervis et donc la 0,1%, ils utilisent ça. Moi, Excuse-moi, l'Ikervis a été, je crois, retiré du marché. Non, c'est pas remboursé, c'est pas la même il n'est chose. pas retiré, ça n'a rien à voir. Il est toujours disponible. Bien sûr, il n'est pas juste. C'est même la seule cyclosporine qui a une MM en France, mais elle n'est pas remboursée. Oui. Mais dans le DGM, j'utilise aussi 2%. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'utilise le cyclographe, c'est 2%. Mais de toute façon, moi, je laisse la cyclosporine au cas extrême, c'est-à-dire les cas où je n'ai pas d'autre solution. Parce que tu sais très très bien qu'on ne l'a pas en Algérie. Donc, c'est commencer un traitement qui va causer plus de problèmes qu'autre chose, problème d'approvisionnement. Donc, moi, je mets mes patients sous cyclographe parce que c'était cas grave. Le cyclographe, c'est 2%. Il est commercialisé Oui. En officine, je veux dire. En France, il est sous forme d'ATU nominative, oui. ce qui pose beaucoup de difficultés en que termes de dossier. Oui, c'est ça, parce qu'il est commercialisé pour les rejets de greffe. Oui, donc c'est en hors AMM. Ouais, c'est hors AMM, il faut faire une demande sinon, je demande la préparation. Je demande la préparation à... Vous l'avez soit à Oran, soit à Batna. Donc c'est 1% ou 2%. Je travaille avec ça. Mais bon, on offre le cyclographe. Oui. C'est compliqué. C'est très compliqué parce que je pense qu'il a été racheté par une autre boîte dont je tairai le nom et ils ne le commercialisent plus parce qu'ils veulent sortir d'autres méthodes. Donc il n'est plus commercialisé. C'est dommage parce que c'est une super idée. Mais je pense qu'on aura d'autres... Il y en a un en off aussi qui va sortir de Suisse, qui arrive. Donc j'ai eu entre les mains le prototype. Le prototype est encore un peu pas très au point. Il est encore, on dirait, un petit jouet. Mais je pense que ça va arriver à des prix intéressants en 2023. Mais le prototype est là. Je l'ai essayé. Tu peux avoir le Blefex. Il faut l'acheter des États-Unis directement. Non, il est plus commercialisé, Emeline. Aux États-Unis? D'accord. C'est pour ça que je... Ouais. Alors, moi, je voulais revenir sur le protocole de traitement que tu fais. Donc, tu commences par le Blefex. Et il y a une question dans la salle qui était en ce sens. Et il faut vraiment commencer par le Blefex avant de faire, au lieu de faire l'expression après la séance d'IPL. Pourquoi? Parce que le Blefex, c'est d'abord un produit qu'on va appliquer avec des vibrations sur le bord palpébral. Et donc, ça permet vraiment de nettoyer et de déboucher toutes pour l'excrétion des glandes mébomus. Ah oui, j'ai bien expliqué. Donc, il faut faire ça avant. Et après, quand on fait l'IPL, ça reste le choix de faire l'expression après la séance ou ne pas le faire. En général, on demande aux patients de faire quand même, de maintenir l'hygiène des paupières, c'est-à-dire le massage des paupières avec le chevauchement 2 fois par semaine, ou 3 fois, le temps qu'ils sont sous leur douche. Donc, ils n'ont pas à faire donc ils sont déjà chauds. Et donc, on fait le massage comme ça, d'entretien en même temps que l'IPL, les 3 séances d'IPL. De toute façon, moi, je ne fais pas l'expression pour tout le monde. C'est quand en examinant les bords livres, il y a des plugs, on sent que c'est encore bouché. Là, on va au mécanique parce que c'est quand même assez traumatisant, ça fait mal. Et puis, si on ne sait pas doser la pression, on peut causer une inflammation. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Si on a nettoyé les bords libres et que ça va, ce n'est pas la peine d'aller vers l'expression. Il y a un petit coup de main à prendre pour l'expression manuelle. Hein. Oui, il y a une... Moi, mes internes, je leur fais faire sur moi. C'est vrai qu'ils s'entraînent. Donc, si je me mets à crier, entraînez-vous sur Marie-Caroline. C'est pas mon signe. Non, honnêtement, ça fait mal. Hein. Quand vous avez une bonne blépharite bien inflammatoire, un bord libre, donc on fait évidemment sous oxybuprocaine. Il faut bien tester ses pinces aussi, parce que, attention, il y en a plein qui existent et il y en a qui font beaucoup plus mal que d'autres. Celles qui sont avec des ressorts, la pression est très importante. Donc, ça demande un geste doux quand même et une petite habitude. C'est ça, oui. C'est pour ça que je ne recommande pas la pression pour tout le monde. C'est pas... Marc, merci beaucoup pour ta présentation. Elle est hyper méga intéressante. Et par rapport à l'étude qui a été faite par professeur Baudouin sur les douleurs neuropathiques dans la sécheresse oculaire,
Et donc, ça se voit sur notre pratique courante quand on a des patients qui ont des syndromes secs avec peu de manifestations cliniques et à la lampe à fente, entre autres, et qui souffrent de leur syndrome sec. Et on a dû, moi spécialement, j'ai dû les traiter de façon comme ça, avec l'IPL et en association avec le PRP. Pourquoi le PRP? Parce que je sais qu'il a une action anti-inflammatoire. Et donc, dans l'arrière-pensée que dans la sécheresse oculaire, on a toujours un état inflammatoire, même s'il n'est pas patent cliniquement. Et vraiment, l'association des deux a été très, très efficace chez certains patients qui étaient vraiment très réfractaires à toute la multitude de traitements que j'ai essayés sur eux. Le PRP, il est en analogie avec le séromatologue qu'on utilise dans les douleurs neuropathiques. Exactement. Donc, c'est tout à fait logique. On n'a pas besoin d'un microscope confocal pour faire le diagnostic d'une douleur neuropathique. Ça, c'est une étude qui est faite dans un laboratoire de haute technicité. On est quelques-uns à avoir un microscope confocal, on a de la chance, mais on n'a pas besoin de ça pour faire le diagnostic. Le diagnostic, il se fait à l'interrogatoire. D'abord, c'est-à-dire la typicité, la chronicité des douleurs. Et ensuite, quand on regarde le patient et qu'on trouve qu'il a une cornée qui est presque normale et qu'il y a une énorme divergence entre l'importance des symptômes et la discrétion des signes objectifs, on est a priori sur une douleur neuropathique. Après, il faut savoir si elle est périphérique, centrale, et puis on peut commencer des traitements soit topiques, soit systémiques. Moi, j'aime bien les traitements systémiques aussi. Encore une fois, le Laroxyl à quelques gouttes, entre 3 et 9 gouttes par jour, ça peut faire des miracles. Et on n'a pas de prise de poids. C'est toujours l'angoisse de prise de poids. Il ne faut pas oublier que le traitement de la dépression, c'est 60 à 150 mg. Là, on est entre 3 et 10 mg en général. Il y a quelques prises de poids, mais c'est exceptionnel. Et comme ça, on repêche pas mal de gens qui ont été traités pour des migraines. Oui, en fait, des syndromes secs avec des douleurs oculaires qui vont vers la tête et ils étaient traités comme des migraines alors que c'était des sécheresses oculaires avec des douleurs neuropathiques. Alors, s'il vous plaît, pour suivre un petit peu la même démarche, quelle est la stratégie thérapeutique, la démarche, quand vous avez ce genre de profil qui est handicapant même du point de vue professionnel pour ces patients? Est-ce que vous démarrez d'abord par le Laroxyl et ensuite vous passez, par exemple, au séromatologue? Comment vous faites? Alors, d'abord, il n'y a pas de conférence de consensus là-dessus pour l'instant. Deuxièmement, en général, on essaie de savoir s'il y a une cause périphérique primordiale ou si c'est plutôt une cause centrale, une sensibilisation centrale. Si c'est une sensibilisation centrale, il y a peu de chances qu'un traitement topique soit très, très intéressant. En France et en Europe, on a tendance à privilégier l'amitriptyline en premier parce que c'est plutôt bien toléré. Les Américains détestent ça parce que ça fait de la prise de poids chez des patients qui sont déjà souvent en surpoids. Donc eux, ils partent plutôt vers la prégabaline très vite. On n'a pas, là, il y a un papier qui va sortir bientôt, qui est un papier de consensus pour le coup, mais qui explique un petit peu les différences selon les concepts. Moi, j'ai des bons résultats avec le Laroxyl, mais par contre, je passe la main très vite avec des vrais spécialistes de la douleur. Il ne faut pas préjuger de ses capacités, même quand on aime bien la pharmacologie. Et donc, moi, je passe la main assez vite. Merci beaucoup. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez les poser aux orateurs en off. Nous allons clôturer ce symposium. Merci d'avoir été présent et merci de votre attention.